Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le prompt engineering. Je suis vraiment ravi que vous ayez fait ce choix car vous êtes sur le point d'apprendre une compétence incroyablement puissante qui va transformer la manière dont vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien. Que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu, développeur ou simplement curieux, ce que vous allez découvrir ici vous donnera un avantage considérable. Vous allez voir, ce n'est pas simplement une série de vidéos à regarder. C'est un véritable parcours conçu étape par étape pour vous accompagner de A à Z. Au cours de ce programme, nous commencerons par comprendre ensemble ce qu'est un prompt, comment fonctionne un modèle de langage comme ChatGPT, puis nous plongerons dans des techniques concrètes pour construire des prompts clairs, efficaces et parfaitement adaptés à vos besoins. Vous aurez également accès à des bonus exclusifs et à des supports complémentaires qui vous permettront d'aller encore plus loin. Tous les liens vers ces ressources sont disponibles juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à les consulter. Je vous encourage vivement à prendre des notes tout au long de la formation. Cela vous aidera à bien intégrer les concepts et à vous constituer un véritable guide personnalisé. Et surtout, si quelque chose ne vous semble pas clair, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sous chaque vidéo. Je serai là pour vous répondre et vous aider à progresser. Cette formation est un investissement dans votre avenir, alors je vous invite à la suivre jusqu'au bout, même si certaines notions vous paraissent complexes au début. La persévérance finit toujours par payer, surtout avec des outils aussi puissants que ceux que vous allez apprendre à maîtriser. Si certaines parties ou notions vous semblent toujours abstraites, il vous suffit de les mentionner en bas de la vidéo pour avoir des explications plus détaillées. Ce cours n'est pas juste là pour vous expliquer 2-3 astuces à copier-coller dans ChatGPT. Ce qu'on vise ensemble, c'est bien plus que ça. Ce que vous allez apprendre ici, c'est une compétence durable que vous allez pouvoir adapter, affiner et utiliser dans votre propre contexte selon votre métier, vos projets, vos objectifs. À la fin de cette formation, vous saurez comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle générative sans jargon technique inutile, mais suffisamment pour en faire un partenaire de travail intelligent. Formuler des prompts efficaces, clairs et stratégiques. Au cours de ce programme, nous commencerons par comprendre ensemble ce qu'est un prompt, comment fonctionne un modèle de langage comme ChatGPT, puis nous plongerons dans des techniques concrètes pour construire des prompts clairs, efficaces et parfaitement adaptés à vos besoins. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous n'ayez plus besoin d'exemples tout faits. Vous saurez construire vos propres prompts adaptés à votre style, votre activité, votre façon de penser. Maintenant, attaquons la première partie dédiée à l'introduction au prompt engineering. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle ou peut-être même utilisé ChatGPT ou un autre outil du genre. Et vous vous êtes posé une question simple. Comment tirer le meilleur de ces outils? La réponse tient en un mot, le prompt. Alors qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est tout simplement une instruction que vous donnez à une intelligence artificielle. C'est la manière dont vous communiquez avec elle. Vous pouvez lui poser une question, lui demander d'écrire un texte, lui faire jouer un rôle ou encore lui confier une tâche complexe. Le prompt, c'est votre façon de dire à l'IA ce que vous attendez d'elle. Imaginez que l'IA, c'est votre employé et vous êtes son manager. Si vous expliquez très bien la mission à un employé compétent, il vous fera du bon travail. Si vous êtes mauvais en délégation, même un bon employé ne vous donnera pas le résultat escompté. Un prompt vague, c'est par exemple « écris un article ». L'IA va écrire quelque chose, peut-être un article de blog ou un article de journal, sans vraiment savoir ce que vous attendez. Et un prompt clair, écris un article de 500 mots pour un blog de cosmétiques bio destiné à des femmes de 25 à 40 ans sur les bienfaits de l'aloe vera pour la peau. Là, l'IA comprend exactement quoi écrire, pour qui et dans quel style. Mais comment ça fonctionne, une intelligence artificielle? Alors attention, on ne va pas entrer dans les détails techniques ici. Mais pour faire simple, imaginez que l'IA est comme un très grand jeu de devinettes. Chaque fois que vous lui écrivez quelque chose, elle essaie de prédire ce qui doit venir ensuite. Un mot, une phrase, une idée. Imaginez un enfant qui a lu tous les livres du monde, regardé toutes les vidéos YouTube et entendu toutes les conversations possibles, mais il ne comprend pas le monde comme vous et moi. Il ne réfléchit pas vraiment, il fait juste des associations, il devine. Si vous commencez une phrase par « Aujourd'hui, j'ai mangé une », il va penser banane, pizza, glace et il va choisir la réponse la plus probable en fonction de tout ce qu'il a appris. C'est exactement comme ça qu'un modèle de langage comme ChatGPT fonctionne. Pour résumer, un prompt, c'est une instruction que vous donnez à l'IA. Plus il est clair, précis et structuré, plus la réponse sera pertinente. L'IA ne comprend pas comme un humain, elle devine ce qui est le plus logique. Et votre mission,
c'est d'apprendre à lui parler de la bonne manière. Maintenant que vous savez ce qu'est un prompt, il est temps de comprendre à qui vous parlez vraiment quand vous l'utilisez. C'est-à-dire comment fonctionne une intelligence artificielle comme ChatGPT ou Claude, et plus précisément ce qu'on appelle un modèle de langage ou LLM. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si vous savez comment l'IA réfléchit, ou plutôt devine, vous saurez mieux formuler vos prompts pour qu'elle vous donne des résultats utiles, cohérents et percutants. Ok, mais c'est quoi un modèle de langage? Un modèle de langage, c'est un programme entraîné à prédire le mot suivant dans une phrase. C'est tout, pas plus, pas moins. Il ne pense pas, il ne comprend pas le sens comme un humain, il ne connaît pas vos émotions, vos intentions, ni vos objectifs. Il fait simplement ça. Devinez le mot suivant, puis encore le suivant, puis encore le suivant. Imaginez que vous jouiez au jeu du fin de phrase avec un ami. Vous dites: ce matin, je me suis réveillé avec une grande envie de... Et votre ami complète: manger une crêpe, ou tout casser, ou partir en vacances. Il devine ce que vous vouliez dire à partir du contexte. Eh bien, un LLM fait exactement la même chose, mais à une vitesse folle et avec des milliards de phrases qu'il a vues pendant son entraînement. Une autre image très simple. Imaginez un enfant qui a lu tout Internet, tous les livres, tous les articles, toutes les conversations sur les forums, les scripts de films, les posts sur les réseaux sociaux. Il n'a pas compris tout ce qu'il a lu, mais il a mémorisé les formes, les structures, les habitudes de langage. Et maintenant, quand vous lui parlez, il recrache des réponses en essayant de copier ce qu'il a déjà vu des millions de fois. Si vous écrivez dans un prompt: les chats aiment dormir et les chiens aiment, le modèle va très probablement compléter avec jouer. Pourquoi? Parce que dans les milliards de phrases qu'il a lues, c'est la suite la plus fréquente, la plus probable dans ce contexte. Mais attention, le modèle ne vérifie pas la vérité. Il ne fait pas de recherche sur Google. Il devine. Il statistiquement suppose ce qui semble correct. Donc si votre prompt est flou ou ambigu, la réponse peut partir dans tous les sens. C'est pour ça que la qualité de votre prompt est essentielle. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur les LLM comme ChatGPT et l'IA en général. Les gens pensent qu'ils réfléchissent et qu'ils raisonnent. Ce n'est pas du tout le cas. Pour résumer, un modèle de langage est un devineur de mots ultra puissant. Il fonctionne grâce à tout ce qu'il a lu pendant son entraînement. Il ne pense pas, il prédit. Et plus vous lui donnez un contexte clair et précis, plus il vous donne une réponse utile. Maintenant, nous allons plonger dans le cœur du réacteur, les modèles de langage eux-mêmes. Mais rassurez-vous, l'objectif ici n'est pas de vous assommer avec des formules mathématiques ou du vocabulaire de laboratoire. Au contraire, on va comprendre l'essentiel de manière claire, simple, sans jargon, mais avec suffisamment de précision pour que vous sachiez ce que vous utilisez vraiment lorsque vous écrivez un prompt. Pourquoi c'est important de comprendre les LLM? Parce que lorsque vous interagissez avec une IA comme ChatGPT, Claude, Mistral ou Gemini, vous n'utilisez pas un outil abstrait ou magique. Vous dialoguez avec un modèle bien précis qui a été entraîné d'une certaine manière et qui a des particularités, des points forts, mais aussi des limites. Et voici ce qu'il faut absolument retenir. Le même prompt utilisé sur deux modèles différents peut donner des réponses complètement différentes. Autrement dit, si vous voulez devenir bon en prompt engineering, vous devez d'abord apprendre à comprendre les modèles et à choisir celui qui convient le mieux à votre besoin. Mais tous les modèles ne se valent pas. Aujourd'hui, plusieurs entreprises ont développé leur propre modèle d'intelligence artificielle. Tous ont été entraînés sur des montagnes de textes. Tous savent générer du contenu, mais ils n'ont pas les mêmes forces, pas la même personnalité et pas les mêmes limites. On a GPT de OpenAI, c'est sans doute le modèle le plus connu car c'est celui qui propulse ChatGPT. Développé par OpenAI, il en est à sa 4e génération. GPT-4 avec plusieurs variantes comme GPT-4o, ses points forts, très bon en rédaction, créativité et structure. Excellente compréhension des consignes longues, très polyvalent, marketing, code, analyse. À savoir que GPT peut halluciner, comme tous les modèles, mais il est généralement plus prudent que d'autres. On a ensuite Claude de Anthropic. Claude est un modèle développé par Anthropic, une autre entreprise américaine. Il se distingue par une compréhension fine du contexte, un ton souvent plus humain et diplomate, et une capacité à gérer de très longs textes, jusqu'à 200 000 tokens pour certaines versions. Ses points forts, très bons pour résumer, structurer ou analyser des documents longs. Ton poli, nuancé, parfois éthique dans ses réponses. À savoir que Claude peut refuser certaines demandes qu'il juge sensibles, même si elles sont inoffensives. On a aussi Mistral. Mistral est un modèle open source développé en France. Il fait partie d'une nouvelle génération de modèles plus légers, plus rapides et surtout open source, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser localement ou l'intégrer à vos propres systèmes. Ses points forts, il est très rapide, léger, efficace. C'est l'outil idéal pour des tâches techniques ou intégration personnalisée. Il est encore en phase de rattrapage sur la partie créativité
ou compréhension profonde du langage. En 4, Gemini de Google, anciennement appelé Bard, le modèle Gemini, développé par Google, est intégré à l'écosystème de Google Workspace. Il peut interagir avec vos documents Google Docs, vos mails, votre Drive, etc. Il est intégré à l'univers Google et est très bon en recherche, analyse d'informations, synthèse. Les réponses sont parfois un peu neutres ou moins personnalisées que GPT ou Claude. Il existe aussi d'autres modèles comme LLama, Command R, Grok, etc. Mais dans 90% des cas, vous travaillerez avec GPT, Claude, Mistral ou Gemini. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque modèle réagit différemment à un même prompt, d'où l'intérêt parfois de tester le même prompt sur plusieurs modèles pour comparer les résultats. En résumé, GPT est le plus polyvalent, Claude est le plus nuancé et littéraire, Mistral est léger, rapide et open source, Gemini est fort dans l'écosystème Google. Maintenant, il est essentiel de comprendre que, malgré toute leur puissance, les modèles de langage ont des limites importantes. Ce n'est pas de la magie et ils ne sont pas infaillibles. Même si ces outils sont puissants, ce n'est pas de la magie ni de l'intelligence humaine. Ils ont des limites techniques. Par exemple, ils ne peuvent traiter qu'une quantité limitée de texte à la fois, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas tout garder en mémoire quand vous leur envoyez des informations longues. Parfois, ils peuvent aussi inventer des informations, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Ce n'est pas qu'ils veulent notre mentir, ils génèrent juste des réponses basées sur ce qu'ils ont appris sans vérifier si c'est vrai ou faux. En plus, il faut savoir qu'ils ne comprennent pas le texte comme un humain le ferait. Ils se contentent de prédire quel mot vient ensuite en fonction des exemples qu'ils ont vus. Donc, il y a toujours un risque que leur réponse soit fausse ou imprécise. Un autre point important, c'est que ces modèles ont appris à partir de milliards de textes écrits par des humains. Du coup, ils peuvent reproduire des stéréotypes, des préjugés ou même des erreurs qui existaient déjà dans ces textes. C'est pourquoi il est essentiel, quand vous utilisez ces outils, de rester critique. Ne prenez jamais leurs réponses pour argent comptant, il faut toujours vérifier, recouper les informations et ne pas hésiter à ajuster ou reformuler vos questions pour obtenir de meilleures réponses. En résumé, les modèles de langage sont incroyablement puissants, mais ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent halluciner, ils peuvent reproduire des biais. Comprendre ça, c'est la clé pour les utiliser de manière intelligente et efficace. Jusqu'ici, on a parlé des différents modèles que vous pouvez utiliser, mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est une distinction très importante entre deux grandes familles, les modèles ouverts et les modèles fermés. C'est un peu comme la différence entre une voiture de location et votre propre voiture. Un modèle fermé, comme GPT ou Claude, c'est un modèle que vous utilisez via une interface fournie par l'entreprise. Vous n'avez aucun accès à l'intérieur. Vous posez une question, vous recevez une réponse, point. Vous ne pouvez pas changer son fonctionnement, ni voir sur quelles données il a été entraîné. Il est performant, pratique, mais complètement verrouillé. C'est une boîte noire. À l'inverse, un modèle ouvert, comme ceux de Mistral, LLama ou certains modèles open source, est libre d'utilisation et modifiable. Vous pouvez le télécharger, l'installer sur vos propres serveurs, l'adapter à vos besoins, voire le réentraîner avec vos propres données si vous en avez les moyens. C'est votre voiture. Vous ouvrez le capot, vous touchez au moteur, vous personnalisez tout. Pourquoi c'est important? Parce que les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Avec un modèle fermé, vous avez une solution clé en main, rapide, souvent plus performante pour un usage quotidien. Mais vous êtes dépendant d'un fournisseur. Si demain l'entreprise décide de couper l'accès, d'augmenter les prix ou de modifier les règles, vous n'avez pas votre mot à dire. Avec un modèle ouvert, vous gagnez en liberté, en transparence, en contrôle, vous pouvez l'intégrer à vos outils, garantir la confidentialité des données, voire l'adapter à un usage très spécifique. Mais ça demande plus de compétences techniques et souvent plus de ressources pour l'héberger. Alors, lequel choisir? Tout dépend de vos besoins. Si vous voulez aller vite, tester des idées ou démarrer sans prise de tête, un modèle fermé fera très bien l'affaire. Si en revanche, vous avez des exigences de confidentialité, d'intégration spécifique, ou si vous développez une solution à long terme, un modèle ouvert peut être un bon investissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que comprendre cette distinction vous permet de faire un choix éclairé et d'éviter de dépendre aveuglément d'une seule solution. Un autre concept important à maîtriser pour faire des prompts est le token. Pas besoin d'avoir un doctorat pour les comprendre. Vous allez voir, c'est simple, une fois qu'on a la bonne image mentale. Un token, c'est tout simplement un morceau de texte que le modèle découpe pour traiter votre prompt. Mais attention, un token n'est pas forcément un mot entier. Prenons un exemple. Le mot banane, il y a un seul token. Le mot anticonstitutionnellement, il y a 3 tokens. Une phrase comme bonjour, comment allez-vous? Il y a environ 6 tokens. En résumé, les modèles découpent le texte en petites unités appelées tokens pour mieux analyser et prédire ce qui vient ensuite. Imaginez que le modèle de langage est un enfant qui apprend à lire syllabe par syllabe plutôt que mot par mot. Plutôt que de lire directement conversation, il voit con, vers, ça
Tion. Chaque morceau est un token et il construit des phrases en assemblant ces pièces de puzzle. Pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que les modèles ont une limite de tokens. Ils ne peuvent pas traiter une infinité d'informations d'un coup. Par exemple, GPT 3.5 peut gérer environ 4000 tokens, environ 2500-3000 mots. GPT 4 ou Claude 3 peuvent aller jusqu'à 128 000, voire 200 000 tokens. Cela comprend à la fois votre prompt et la réponse générée. Donc si vous rédigez un prompt trop long ou chargez des documents entiers, vous risquez d'atteindre la limite et le modèle ne pourra pas tout voir. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler de l'API d'OpenAI, mais à quoi ça sert concrètement et pourquoi ça peut devenir un vrai super pouvoir dans votre travail? L'API, c'est l'interface technique qui vous permet d'intégrer l'intelligence d'un modèle comme GPT directement dans vos propres outils, sites ou applications. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'utiliser ChatGPT via son site web. Vous pouvez connecter GPT à un formulaire sur votre site, à une interface de chatbot, à un outil de traitement de documents ou même à un script automatique qui répond à vos emails ou génère des idées de contenu. Vous passez du statut d'utilisateur à celui d'intégrateur. Et c'est là que vous commencez à décupler votre productivité. Comment ça marche? Une API, c'est comme une porte d'entrée. Vous envoyez une requête, un prompt par exemple, et le modèle vous renvoie une réponse en quelques millisecondes. C'est une conversation entre votre application et l'intelligence artificielle sans interface visible. Pourquoi c'est puissant? Parce que l'API vous permet de créer vos propres applications IA. Par exemple, une extension Chrome qui résume automatiquement les articles que vous lisez, un assistant de rédaction intégré dans votre outil interne, un bot qui répond aux questions de vos clients à partir de votre base de connaissances. Une automatisation qui génère un texte tous les jours à heure fixe et vous l'envoie par email. L'API, c'est ce qui permet de connecter l'intelligence artificielle à votre quotidien pro. Et je vous rassure tout de suite, même si vous n'avez jamais codé, vous pouvez comprendre et utiliser les bases. Pas besoin d'être développeur senior chez Google. Et si vous êtes entrepreneur, chef de projet, marketeur, formateur, connaître l'existence et le potentiel de l'API vous permet de collaborer efficacement avec des développeurs et de donner des directives claires. Maintenant, vous avez compris comment fonctionnent les modèles, à quoi ils servent et comment les connecter à des outils, mais sans bon prompt, tout ça tombe à plat. Vous pouvez avoir le meilleur modèle du monde. Si votre prompt est flou, mal formulé ou mal structuré, vous aurez une réponse moyenne, voire à côté de la plaque. C'est exactement comme parler à quelqu'un d'intelligent, mais lui poser une question vague, confuse ou hors contexte. Résultat, il vous répond oui, mais pas du tout ce que vous attendiez. Dans ce module, vous allez maintenant apprendre à comprendre ce qui fait un prompt efficace, maîtriser les principes de base pour structurer vos demandes, faire la différence entre un prompt direct, un prompt implicite, un prompt créatif ou analytique et découvrir des techniques simples comme le zero shot ou encore le one shot prompting, autrement dit, comment guider le modèle sans tourner autour du pot, même si vous n'êtes pas développeur. Pourquoi c'est important? Parce que le prompt, c'est votre langage face à l'IA. C'est vous qui donnez le ton, la clarté, la structure. Un prompt mal formulé, c'est un brief raté. Un prompt bien structuré, c'est une réponse claire, pertinente et souvent impressionnante. C'est aussi ce qui fait la différence entre quelqu'un qui bricole un peu avec l'IA et quelqu'un qui en fait un vrai levier de performance. Et pas besoin d'être écrivain ou ingénieur. Il faut juste apprendre à parler au modèle comme à un bon collaborateur. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Pour bien commencer, on va voir la base de la base. Comment structurer un prompt de manière claire et logique pour obtenir exactement ce que vous voulez. Un bon prompt, c'est comme une bonne consigne. Plus c'est précis, plus le modèle a de chances de comprendre votre intention et d'y répondre correctement. Il existe une structure simple qu'on utilise dans la majorité des cas et qui repose sur 4 éléments clés. Le contexte, le rôle, la tâche et le format attendu. 1. Commençons par le contexte. C'est le point de départ. Le modèle n'a pas de mémoire magique. Il ne sait pas qui vous êtes ni de quoi il s'agit. Il faut donc lui donner un minimum d'informations. Par exemple, je suis responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques bio. Ou encore, j'écris une newsletter hebdomadaire pour des entrepreneurs. Ce genre de phrase permet au modèle de comprendre le cadre dans lequel il va devoir s'exprimer. Plus vous donnez de contexte pertinent, plus la réponse sera ciblée. 2. Le rôle. Ensuite, vous attribuez un rôle au modèle. Et oui, il peut jouer n'importe quel personnage. Expert, conseiller, coach, journaliste, formateur, etc. Par exemple, agis comme un expert en stratégie digitale. Tu es un rédacteur senior spécialisé en beauté naturelle. Ça l'aide à adopter le bon ton, le bon niveau de langage, le bon vocabulaire. 3. La tâche. C'est là que vous expliquez ce que vous attendez. Une action claire, précise, pas vague, pas floue. Par exemple, écris-moi une introduction engageante pour un article sur les bienfaits de l'huile de jojoba. Propose 5 idées de sujets pour une vidéo Instagram. Le modèle doit pouvoir identifier ce qu'il doit faire. Il ne devine pas, il suit les consignes. 4. Le format attendu. Et enfin, très important, dites-lui comment vous voulez la réponse. En liste, en tableau, en phrase courte, en format HTML, ne partez pas du principe qu'il va deviner. Par exemple, présente
présente la réponse sous forme de tableau avec 2 colonnes, idée et accroche. Donne-moi une version longue, 150 mots, et une version courte, 50 mots. Avant de continuer avec les autres techniques, voici une erreur courante à éviter absolument. Un prompt direct, c'est quand vous demandez exactement ce que vous voulez. C'est précis, clair, sans détour. Exemple direct, donne-moi 10 idées de Reel Instagram pour promouvoir un savon naturel. Rédige une bio LinkedIn professionnelle pour un coach business. Explique-moi ce qu'est une landing page avec un exemple simple. Le modèle comprend tout de suite quoi faire. Maintenant, un prompt implicite, c'est plus flou. Vous donnez une idée sans poser la question, clairement. Exemple implicite, je travaille dans le savon bio et je veux me faire connaître. Je suis coach business et j'aimerais améliorer mon profil, c'est moins clair. Le modèle va deviner ce que vous voulez et parfois, il va bien tomber, parfois, pas du tout. Donc, si vous voulez une réponse efficace, parlez comme si vous donniez un ordre à un assistant qui vous connaît pas encore. Plus c'est direct, mieux c'est. On va maintenant attaquer petit à petit des techniques avancées. On va voir la technique du zero shot, one shot et few shot. Ne paniquez pas avec ces noms bizarres. On va les simplifier. Imaginez que vous montrez à quelqu'un comment faire un gâteau. Zéro shot, vous ne donnez aucun exemple. Vous dites juste « fais-moi un gâteau au chocolat ». La personne se débrouille. Elle peut bien faire ou complètement rater. Dans un prompt, ça donne « écris un email de relance client ». Le modèle fait ce qu'il peut selon sa logique interne. One shot, là vous lui montrez une seule fois comment faire. Voici une recette de gâteau au chocolat que j'aime. Maintenant fais-en un autre, en prompt. Voici un exemple d'email de relance efficace. Bonjour prénom, j'espère que vous allez bien. Maintenant, écris-en un autre dans le même style. Le modèle s'appuie sur cet exemple pour copier le ton, le style, la structure. L'autre technique est la technique few shot. Et là, vous montrez plusieurs exemples. 2, 3, 5 exemples. Regarde ces 3 recettes de gâteau. Trouve-moi une nouvelle version à partir de ça. En prompt, exemple 1. Objet, votre commande est arrivée. Bonjour, nous espérons que votre colis est bien arrivé. Exemple 2. Objet, on prend de vos nouvelles. Bonjour, un petit message pour savoir si tout s'est bien passé. Maintenant, écris un 3e email dans le même style. En résumé, zéro shot, pas d'exemple. One shot, un seul exemple. Few shot, plusieurs exemples. Plus vous donnez des exemples clairs, plus le modèle comprend ce que vous attendez. Astuce importante, si vous avez un modèle qui fait toujours à sa sauce et que vous n'aimez pas le résultat, faites un few shot avec vos propres exemples. C'est comme lui apprendre à parler votre langage. Nous allons maintenant entrer dans les techniques intermédiaires et plus précisément dans un concept clé qui va vous permettre de démultiplier la puissance de vos prompts, le prompt chaining ou en français l'enchaînement de prompts. Mais avant de vous expliquer comment cela fonctionne concrètement, prenons un instant pour comprendre pourquoi cette technique est importante. Jusqu'ici, vous avez appris à construire un bon prompt, clair, structuré, adapté à l'objectif, avec le bon ton et le bon niveau de créativité ou d'analyse. C'est déjà un excellent point de départ. Mais dans des cas réels, notamment en entreprise, un seul prompt ne suffit souvent pas à accomplir une tâche complexe. Prenons un exemple simple. Vous voulez que le modèle rédige un article de blog professionnel. Si vous lui demandez tout en une seule fois, rédige-moi un article de blog de 1000 mots sur l'intelligence artificielle dans la santé, vous obtiendrez probablement un texte un peu générique, parfois mal structuré ou sans véritable angle. Avec le prompt chaining, vous allez découper cette tâche en plusieurs étapes logiques et guider le modèle étape par étape, comme si vous travailliez avec un assistant intelligent que vous briefez en temps réel. Vous pourriez, par exemple, commencer par une première requête qui génère une liste de titres potentiels. Ensuite, choisir l'un de ces titres et demander une structure en sous-parties. Puis, pour chaque sous-partie, générer un paragraphe spécifique. Et enfin, terminer par une conclusion ou un appel à l'action. En procédant ainsi, vous gagnez plusieurs choses. Vous contrôlez la logique, vous affinez le style à chaque étape et surtout, vous obtenez un contenu beaucoup plus ciblé, précis et exploitable. C'est aussi une technique fondamentale si vous voulez un jour automatiser des tâches via API ou construire un agent conversationnel personnalisé. En agissant ainsi, vous gagnez en précision, en qualité de réponse et en contrôle. Vous devenez le stratège de la conversation et non plus un simple utilisateur passif. Mais attention, cette méthode demande une chose essentielle. Gardez une cohérence d'intention et de contexte entre les étapes. À chaque nouvelle instruction, vous devez rappeler brièvement ce qui a été fait auparavant pour que le modèle comprenne bien la continuité. Par exemple, reprenons le plan que vous avez proposé dans l'étape précédente. Rédigez maintenant la section 2 en gardant le ton professionnel et pédagogique que vous avez utilisé. Autrement dit, vous construisez une mémoire artificielle temporaire au fil de la discussion. Alors, est-ce que cette technique est réservée aux experts? Pas du tout. Au contraire, elle vous permettra de produire des contenus plus solides, de diviser vos tâches complexes en mini-objectifs accessibles et surtout de mieux collaborer avec l'intelligence artificielle. Pour utiliser cette technique, voici les étapes à suivre. Première étape, on va lui demander de nous générer des idées de guide qu'on va offrir à nos prospects dans ce cadre ici.
Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, tu es un expert en marketing de contenu, tu aides des consultants à créer des guides PDF à destination des prospects B2B. Leur audience est composée d'entrepreneurs qui lancent leur startup, puis propose-moi 5 idées de guides à offrir gratuitement avec un titre accrocheur pour chacun et une courte description. Fais preuve d'originalité et vise des sujets concrets à forte valeur perçue. Boum! Donc là, ChatGPT me propose 5 idées de guide gratuits qui répondent à mes attentes. On va voir les 5 ici. La première idée, Startup Radar. La deuxième idée, Tunnel d'or, ainsi de suite. Donc là, ChatGPT me propose les 5 idées. Donc là, on a notre première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, je vais lui dire, OK. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je vais lui dire, OK, je vais choisir une idée parce que d'après moi, cette idée, alors c'est juste pour l'exemple, mais cette idée est la meilleure parmi toutes les idées que j'ai ici. Je vais donc lui dire, OK, je choisis l'idée 4, tu vois, reprenons l'idée suivante, les 20 premiers clients, comment les dénicher sans assigner audience. Donc là, j'ai choisi cette idée et je lui dis, propose une structure pour le guide. Pour chaque partie, donne un titre clair et une courte description de 2 à 3 phrases. Adopte un ton professionnel engageant clair et direct. Le lecteur est un fondateur de start-up au début de son projet. Et alors, ce qu'il faut savoir que tous ces prompts-là, je les ai mis dans le guide que tu vas pouvoir télécharger, hein. Il y a un guide qui accompagne cette formation où je détaille tout et je précise tout. Tu vas pouvoir tout avoir et tout copier-coller. Il te suffit juste de voir en bas de cette vidéo normalement. Tu as le lien pour cliquer et accéder à ces documents. À accéder à ces documents, tu as tous les prompts à l'intérieur. Donc là, ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est maintenant qu'on a trouvé l'idée. Donc là, je lui ai dit de me proposer les idées. Il te propose les idées. Ensuite, tu choisis une idée et tu lui dis tout simplement de proposer une structure pour le guide. Pourquoi? Parce qu'avec mes expérimentations, je me suis rendu compte que c'est mieux de lui demander de me proposer des structures, comme ça je choisis une structure, que juste de dire à ChatGPT, bah, écoute, écris-moi. Parce qu'il va lui, il va l'écrire avec peut-être une structure qui te convient pas, et toi, après, tu auras plusieurs choses à faire. Donc, l'idée, c'est de lui dire de te proposer une structure. Il va te proposer une structure. Tu peux même lui dire de t'en proposer plusieurs. Il va te proposer plusieurs structures, et après, tu vas choisir une structure et après, tu rédiges. La rédaction doit être une étape qui vient vraiment, vraiment, vraiment après, là où tu es sûr de la direction où tu vas. Parce que sinon, il va te faire une rédaction qui ne va pas forcément te convenir. Donc, si tu vois bien, juste avec ces 2 étapes, tu te rends compte que c'est pas des choses que tu peux faire en une fois, parce que déjà, il faut qu'il te propose, alors sauf si tu as une idée vraiment claire de l'idée que tu veux suivre, de l'idée du guide ou de l'article ou du contenu que tu veux écrire. Si tu n'es pas sûr, alors moi, à chaque fois, même si j'ai une idée, je lui demande de faire des propositions parce que là, il est vraiment bon avec ça. Il est vraiment bon avec ça pour le brainstorming. Il va te proposer des choses auxquelles tu y pensais pas. Donc, tu vois que vraiment, c'est pas une chose que tu peux faire en une étape. Juste lui dire, bam, de te l'écrire. Toutes ces étapes, ça vaut le coup d'aller en profondeur si tu veux vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Donc là, je lui ai dit de me proposer une structure pour le guide. Pour chaque partie, je lui donne des inscriptions. Pour chaque partie, donne un titre et une courte description de 2 à 3 phrases. Adopte un ton professionnel, nanana. OK. Donc là, il me propose les structures. Tu vois, alors là, je lui ai même pas demandé d'introduction. Alors, ça, je l'ai prévu dans la suite, tu vas voir. Dans la suite, j'avais prévu une partie introduction. J'avais prévu à la fin de l'étape, dans les prompts que j'ai prévus, il y a une partie introduction et une partie conclusion. Donc ça, c'est la partie conclusion. Il y a une partie introduction aussi, mais tant mieux. Donc là, il a décidé de le faire. En règle générale, je lui demande de le faire à la fin, mais malgré tout, je vais lui demander de faire à la fin parce que là, l'introduction qu'il a fait, oui, ça peut aller, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas bon. Donc, OK, là, il m'a proposé une structure, tu vois, parfait. Voici une structure. Donc ici, j'ai écrit le prompt, j'ai fait bam. Alors, l'idée, c'est que je préfère toujours le faire en avant, comme ça, pour les tutoriels, ça va vite pour toi. Parce que si je dois tout taper les prompts devant toi, et ça va te faire perdre un peu ton temps et ça va aller moins vite. Donc, l'idée, les prompts, je les ai mis ici, bam. OK, bam, on en est là. Voilà, j'élargis comme ça, tu vois mieux. L'introduction. Donc là, il me propose les structures. Un, cibler finement. 2, 3, 4, 5. Donc là, il me propose les structures. Tu vois, il me propose en 7 étapes. Il me propose une structure en 7 étapes. Et là également, je pouvais lui dire, je veux une structure en 4 étapes ou en 5 étapes. Mais là, je lui ai laissé couler parce que
je voulais pas lui donner des limites par rapport aux étapes. Donc, je lui ai dit, écoute, donne-moi les structures. Donc là, il m'a donné les structures et il m'a donné des annexes en bonus. Ça, je lui ai pas demandé. Ça, c'est des choses que tu peux lui donner en plus, mais je lui ai pas demandé, mais il m'a donné des annexes en bonus. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Bam. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc, tu vois que là aussi, il me dit, souhaitez-vous que... Généralement, faut pas suivre ce qu'il te dit parce que ce qu'il propose, dans certains cas, ça peut aller dans ton sens. Dans la plupart des cas, non. Dans la plupart des cas, je reste aligné à ce que je fais et à lui donner les instructions. Parce que des fois, lui, quand il te donne les instructions comme ça et que tu le suis, il va plus suivre la trame que tu lui avais donnée. Il va peut-être diverger. Et donc, l'idée, c'est que je continue toujours de lui donner les inscriptions et à chaque fois lui rappeler les directions qu'il doit prendre. Donc, ensuite, là, une fois que c'est fait, je lui dis, rédige-moi la première section du guide. Donc là, il m'a donné les différentes sections en haut, comme je te l'ai montré ici. Comme je te l'ai montré ici, il m'a donné les différentes sections en haut. Maintenant, je lui ai dit, rédige-moi la première partie du section. Structure, je lui donne une structure, un titre clair, une anecdote, une explication, des exemples. Là, je lui ai donné une structure. Et là aussi, tu peux lui dire aussi de te donner une structure et tu valides ou pas avant d'écrire. Avant d'écrire. Là, je lui ai donné une structure. Bam. Tu vois, là, il m'a écrit selon la structure. Là, il m'a écrit selon la structure, ce qui est vraiment top, ce qui est vraiment top. Et l'idée, c'est que, tu vois, là, il te dit, souhaitez-vous que je rédige la section suivante? L'idée, c'est que, euh, et je le dis encore, l'idée, c'est pas de lui dire de t'écrire les cinq à la fois. On a parlé de tokens. Je t'ai expliqué ce que c'est que les tokens bien avant. C'est que lorsque les tokens, parce que les tokens ne sont pas illimités, donc il y a un nombre de caractères que ChatGPT peut travailler avec pour une ultime performance. C'est vraiment limité. Lorsque tu lui donnes trop de choses, ça va jouer sur les résultats. Donc l'idée, c'est d'aller pas à pas. Donc là, je lui ai demandé de m'écrire la première partie. Là, il a écrit. Et là, il me demande, souhaitez-vous que je rédige la section suivante? Là, tu as juste à lui dire oui, boum. Et tu vois, il me rédige la section suivante avec les instructions que je lui ai données. Bam, 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 bam. Là, c'est cool. Alors là, je vois, il y a des petits détails à corriger, mais je ne vais pas faire ça parce que là, c'est juste pour l'exemple. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc là, et là, il me demande encore si je souhaite qu'il rédige la section suivante. Alors là, je ne vais pas le faire parce que là, il y en a sept. Et pour le tutoriel, tu peux t'amuser avec. Alors peut-être que je vais même te partager cette discussion. Comme ça, je vais peut-être te partager le lien. Alors, petite astuce, hein, petite astuce, si tu sais pas, tu sais, sur ChatGPT, c'est possible de partager des discussions. Donc, ce que je fais ici, je peux te le partager. Pour le faire, c'est simple. Il faut juste aller ici, partager. Je clique ici, partager et je copie le lien. Et voilà, je copie le lien. Maintenant, le lien est copié et je le remets ici dans le document auquel tu vas accéder, quoi. Tu vois, je vais te mettre ici, lien du prompt. Comme ça, toi, tu pourras l'utiliser directement. Voilà. OK, je vais mettre bonus. Je mets lien prompt. Lien prompt. Donc là, ici, tu pourras y accéder. Et si tu veux tester la suite, sans toi libre, d'ailleurs, c'est fait pour ça. Donc voilà, là, je te l'ai mis ici. Tu pourrais y accéder. Et on fait, attends, tu sais quoi? Je mets juste en gras comme ça reste visible. OK. Donc, on est à quelle étape là? Je vais juste revoir ici. On est à quelle étape? Je pense qu'on est à la troisième étape. Voilà. Je pense qu'on est à la troisième étape, rédiger les sept sections du guide. Donc là, on va pas toutes les écrire parce que c'est répétitif, ça va être chiant pour toi. Ensuite, on va rédiger l'introduction. Alors, l'introduction est déjà écrite, mais si on veut une meilleure, bah, pour te montrer l'exemple, on va voir. Je vais copier le prompt, rédiger une introduction, commence par une accroche, et ainsi de suite. Là, je vais lui demander de me créer l'introduction, tu vois. Bam. Et tu vois l'introduction qu'il me propose. Tu vas voir que c'est vraiment mieux comparé à ce qu'il m'avait proposé juste en haut. Parce que ce qu'il m'avait proposé juste en haut, l'introduction, ça faisait combien? Ça devrait faire trois lignes. C'est pas intéressant.
Là, je lui ai donné des consignes pour mettre des histoires, pour mettre des choses, pour mettre des choses. Regarde l'introduction qu'il m'a écrit maintenant, ça c'est pas mal. Et regarde l'introduction qu'il m'avait écrit bien avant, tu vois. C'est même pas comparable. Donc, ce prompt-là a son sens. Donc là, maintenant, on lui demande maintenant d'écrire cette introduction. Bam, l'introduction. Et si c'est pas, ça te convient pas, tu peux lui dire de le refaire, quoi. L'introduction est déjà faite. Ensuite, on va rédiger la conclusion du guide. On va rédiger la conclusion du guide. Bam. Je vais lui mettre le prompt. Rédige la conclusion de ce guide. Je fais coller. Et là, il me rédige la conclusion du guide. Voilà. Et tu peux toujours corriger, mais voilà, c'est top. Là, il me rédige la conclusion du guide. Donc, là, l'objectif de ça, c'est de créer ce guide-là. Donc, c'est pour créer ce guide qu'on utilise cette étape, mais ça va être pareil lorsqu'il s'agit d'un article, lorsqu'il s'agit euh, d'un livre. Alors, pour un livre, ça va être encore un peu plus technique, mais d'une manière générale, cette technique, c'est mieux, en tout cas, c'est adapté pour ce type de choses qui vont vraiment être difficiles de faire en une fois et qui vont être denses et condensées. L'idée, c'est d'utiliser cette formule-là afin d'obtenir une réponse optimale et cette technique. Alors, j'avais mis une dernière étape qui est de générer un titre final. Ok, on va voir. Bam, coller, il va me proposer trois titres. Il va me proposer trois titres, tu vas voir. Voici titre pour penser, ainsi de suite. Ok, titre un, titre 2, titre 3. Bam, là, il me propose trois titres, qui est top. Ok, donc là, ça te permet de voir vraiment, cette application te permet de voir la technique du prompt chaining, comment cette technique est mise en place. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter avec cette technique parce qu'il y a quelques erreurs à vraiment éviter. J'en ai parlé rapidement, mais on va encore aller dans les détails. Donc, il y a quelques erreurs à éviter avec cette technique du prompt chaining. C'est l'une des techniques que tu vas vraiment utiliser le plus souvent pour réaliser, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment réaliser de grandes choses. Maintenant, voyons avec les erreurs à éviter. La première erreur, la première erreur que je vois vraiment, 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 vraiment souvent, c'est vraiment de ne pas l'utiliser. C'est-à-dire de dire à ChatGPT, fais-moi un truc gros et voilà, écris-moi le tout. Si j'étais venu avec lui dire, alors tu sais quoi, je vais venir ici et je vais lui dire, je vais créer une nouvelle conversation. Oh putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Tu vois, je vais même mettre ça, tu es expert, leur audience est, écris-moi un guide à offrir. Comme ça, tu vas vraiment le voir toi-même. Ok, propose-moi un guide à offrir gratuitement. Le cran, il va même pas me demander de proposer des titres ou, tu vois. Ah non, 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 là c'est biaisé, là c'est biaisé, là c'est biaisé. Tu vois, il est malin. Là, au fait, il a pris un titre issu de ce que j'avais fait. Tu vois, parce que dans l'autre conversation, on avait fait un truc qui ressemble à ça. Donc, il a pris un titre qui ressemble à ça pour faire un truc, tu vois. Donc là, il est malin, il est malin, il est malin ce connard. Il est malin, il est malin, il est malin. Il est malin. Mais essaie, ouvre une conversation ChatGPT et essaie de tester ça. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence tu vas voir la différence de ton côté. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on revient sur la première erreur qui est de sauter des étapes ou vraiment de condenser le tout dans un seul prompt. C'est vraiment l'erreur que je vois souvent parce que tu vas perdre en précision et tu vas te retrouver avec un contenu qui ne te satisfait pas. Alors, sauf si tu es débutant dans ton domaine, tu vas croire que tu as atteint l'excellence, mais la réalité, c'est que à chaque fois, même quand je scinde les étapes, je me rends compte des fois qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Parce que avec mon niveau dans les domaines dans lesquels je travaille, je me rends compte que le contenu de ChatGPT, c'est pas si ouf que ça. Je me rends compte qu'il est très bon en brainstorming, mais il est très bon en brainstorming pour te donner des idées, pour te donner des choix. Tu choisis. Mais c'est lui vraiment directement la qualité.
euh, un expert le dépasse largement. Donc, l'idée, c'est ça, la solution, c'est ça, c'est vraiment de découper ton process en plusieurs étapes. Et même si ça fait 7, 8, 10, 20 prompts, l'idée, c'est de vraiment de les décomposer en plusieurs étapes. Et c'est comme ça que tu vas avoir un résultat vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et donc, bon, en fait, ça rejoint un peu la première erreur, c'est de vouloir le résultat d'un seul coup. J'en ai déjà parlé. Mais voilà, si tu lui écris directement de t'écrire un article, je sais pas, de 1200 mots sur comment lancer une marque de produits cosmétiques, l'article l'article ne va pas être excellent, quoi. Ok, on va faire un exemple pour, tu vas voir. Écris-moi un article sur comment lancer. Ça ne va pas être d'un point de vue marketing, moi qui ai des compétences en marketing, d'un point de vue marketing, déjà, le titre ne va, s'il écrit un article directement dessus, l'article ne va même pas être intéressant. Les gens n'auront même pas envie de le lire, tu vois, parce que ça va être trop généraliste. Ok, là, il dit qu'il m'écrit un article. Tu vois, tu vois ce qu'il me fait? Tu vois, l'article, il me l'écrit en 5 mots. Pour lui, c'est bon. Il n'y a même pas de structure de copywriting qui va faire en sorte que les gens vont vouloir être tes clients, les gens vont vouloir s'inscrire à ta newsletter. Tu vois, il dit des choses qui sont pas faux. Tu vois, il dit des choses. Le choix de laboratoire est crucial, à vérifier. Construire une marque crédible, à vérifier. Il dit des choses qui, tu vois, qui semblent intéressantes. Mais moi, par exemple, si je veux acheter, je sais pas, un truc sur le politique, en lisant ça, je me dis, mais cette personne ne me parle peut-être pas en tant qu'avatar, la personne ne va peut-être pas trop dans les détails. Ça reste trop en surface. Ça reste trop en surface, c'est ça. Donc, donc voilà. Aller, aller en direction du résultat d'un seul coup, c'est l'une des erreurs que je vois souvent. Et aussi le format de sortie. Donc, l'idée, c'est que lorsque tu lui demandes plusieurs structures, bah, ça va te permettre d'avoir un contrôle sur le type de format qui va sortir, parce que quand je te propose les structures, tu vas choisir. Mais en règle générale, quand tu vas directement, le format, la sortie, ça va être fait au hasard, ça va être fait au hasard encore, hein. Il va te sortir un format en fonction de son interprétation, des datas qu'il a et de ce qui se rapproche le plus de la phrase que tu lui donnes, mais pas vraiment pas vraiment de ce que tu veux. Donc, quatrième erreur, c'est d'oublier de relire et d'ajuster ton prompt. Tu vois que même quand je scène les informations, même quand j'utilise la technique du prompt chaining et que je lui donne différents prompts, je relis à chaque fois pour essayer de voir s'il y a des petites choses à corriger et de corriger au fur et à mesure. Parce que, et on revient toujours à la même chose. La plupart des gens, ils donnent un prompt à ChatGPT et ils copient-collent ce que la ChatGPT leur donne. Non, l'idée, c'est de toujours revoir parce que même OpenAI, hein, tu vois ici, c'est écrit, c'est une chose qui est écrite et qui te dit que ChatGPT peut faire des erreurs. Envisager de vérifier les informations importantes. Donc, à chaque fois, et ça, c'est peu importe les techniques de prompt que tu utilises, à chaque fois, c'est important de relire, d'ajuster, voire de reformuler ce que ChatGPT te donne. Donc, s'il y a 3 points à garder en tête ici, c'est de découper ton objectif final en différentes étapes qu'on a vues, hein, à adapter si c'est un article, si c'est une vidéo, mais vraiment adapter en différentes étapes. Dis-toi que ChatGPT, c'est un pote avec lequel tu discutes pour aller jusqu'à la conclusion. Il suffit pas juste de lui balancer un titre et de croiser les bras pour qu'il te fasse tout. N'hésite pas à formater tes demandes et surtout, relis et personnalise. Relis et personnalise. Donc, voici pour cette technique du prompt chaining. Tu vas avoir tous les prompts toutes les étapes là, voilà, dans ce guide. Le lien du guide est en bas de la vidéo pour y accéder. Et sans plus tarder, on va passer à la prochaine technique. Maintenant, on va attaquer une autre technique avancée qui s'appelle la décomposition. Cette technique va être un peu différente, hein, de la technique précédente. On va pas faire les choses étape par étape, mais tu vas voir la différence avec la technique précédente et tu vas voir en quoi cette technique consiste. Bah, tout simplement dans cette partie. Bah, pourquoi cette technique est importante? Tout simplement parce que tu le sais, un prompt qui est vague ou qui est trop chargé, souvent, ça emmène vers des réponses qui sont superficielles, des réponses peut-être pas intéressantes, hein. On l'a vu dans la partie, dans la partie précédente et au début de cette vidéo. Donc, cette technique va permettre de vraiment, vraiment, vraiment détailler ce qu'on va dire, hein, de décomposer vraiment tout ce qu'on veut obtenir dans les détails, ce qui va permettre au modèle de ne pas nous donner des réponses superficielles ou des réponses vagues et nous donner quand même une réponse qui va être satisfaisante. Donc, c'est une technique qui permet de guider le modèle pas à pas afin de pouvoir obtenir des réponses, comme je l'ai dit, qui vont être fiables
et précise et ça va permettre aussi de mieux voir où le modèle va être bloqué, où le modèle produit des erreurs. Parce que dans notre prompt, toutes les étapes vont être précisées dans les détails, toutes les étapes vont être millimétrées, ce qui va faire que on va voir là où ça cloche, là où le résultat ne va pas être satisfaisant, et ce qui va nous permettre rapidement de remonter et de corriger ces erreurs-là. Parce qu'on le sait, ChatGPT fait des erreurs, hein. Même le fondateur le dit. ChatGPT fait des erreurs, donc il ne faut pas le prendre non plus pour un super humain. Alors, c'est quoi la différence avec l'étape précédente? Parce qu'on a vu précédemment l'étape du prompt chaining qui permet de tout faire étape par étape. On a vu d'ailleurs un exemple détaillé ici sur l'exemple du guide qu'on a écrit pour les prospects B2B. Alors, la différence majeure que tu vas voir avec cette étape-là, c'est que ici, la technique du prompt chaining, ça se fait avec un seul prompt avec des sous-tâches. Les sous-tâches, par exemple, ici, tu vois que on a vraiment séparé nos différentes tâches en sous-tâches. Alors, je pense que non, c'est pas le mauvais. C'est plus ici, on a vraiment séparé nos différentes tâches en sous-tâches et on a vraiment demandé à ChatGPT de nous proposer une réponse. ChatGPT nous propose, on corrige et on lui donne de nouvelles instructions étape par étape pour aller. Par exemple, ici, je lui ai demandé les idées. ChatGPT me propose des idées et en fonction des idées, je lui ai demandé de me proposer une structure. Et en fonction de la structure, je lui ai proposé d'écrire la première structure avec telle ou telle instruction. La différence, c'est que ici, avec la décomposition, tu vas tout intégrer dans un seul prompt. Tu vas tout intégrer dans un seul prompt avec des sous-tâches qui vont être clairement listées dans le prompt, ce qui va faire que avec un seul prompt, tu vas donner à ChatGPT toutes les instructions dont tu as besoin et ChatGPT va te donner directement le résultat. Voilà. ChatGPT va te donner directement le résultat. Contrairement au prompt chaining qui se fait en plusieurs étapes, ça on l'a déjà vu. Donc, cette technique elle est plus, alors, elle n'est pas plus simple, elle est plus simple lorsque tu maîtrises vraiment ChatGPT et lorsque tu maîtrises vraiment le domaine dans lequel tu travailles. Par exemple, ici, avec la technique du prompt chaining, je remonte ici, si tu n'es pas vraiment excellent dans ton domaine, tu ne vas pas savoir, tu veux X titre, tu veux telle chose, tu veux telle structure, tu veux telle structure, donc tu vas lui demander de te proposer et ensuite tu choisis. Maintenant, lorsque par exemple tu maîtrises ton sujet, tu sais que tu veux une structure, AIDA par exemple, tu sais que tu veux tel titre, lorsque tu maîtrises toutes les étapes, tu n'as pas besoin de demander à ChatGPT d'aller dans tous les détails. Tu lui donnes tout dans un seul prompt et bam, en un seul résultat, ChatGPT va te donner les résultats. ChatGPT va te donner un résultat qui va être très proche de ce que tu veux. Alors, la vérité, c'est que avec le prompt chaining, tu vas toujours avoir des résultats meilleurs. Avec ça, tu vas peut-être avoir des résultats qui s'approchent du meilleur, mais avec le prompt chaining, tu vas avoir des meilleurs résultats. Mais si tu ne veux pas perdre beaucoup de temps dans le prompting, dans les conversations, tu peux mettre en place un prompt vraiment très bon et que tu vas utiliser à chaque fois. Et avec un seul prompt, ChatGPT va te donner ton résultat. Donc, l'idée, c'est que lorsque, par exemple, ce que tu veux faire implique plusieurs étapes intellectuelles et que tu ne veux pas te prendre la tête avec ça et que tu veux tout structurer en un prompt, là, dans ce cas, tu vas utiliser la technique du prompt chaining et là, enfin, la technique de la décomposition. Et là, on va voir comment tu vas l'utiliser et comment tu vas le mettre en place, quoi. Tout simplement. Allez, donc, on va voir comment tu vas le mettre en place. Donc, l'idée, première étape, il faut formuler une demande principale. La deuxième étape, tu vas réfléchir aux différentes étapes qui vont y avoir à l'intérieur. Par exemple, un exemple ici, on va prendre laquelle des exemples? On va prendre l'analyse de marché pour les soins bio. Par exemple, je veux faire une analyse de marché pour les soins bio. Donc, l'idée, tu sais ce que tu veux avoir, hein, alors ça c'est la base. Donc, ta demande principale ici, je souhaite avoir une analyse de marché des soins capillaires. Maintenant, pour ça, j'ai envie de plusieurs informations. Donc, ça, c'est ce que j'ai envie d'avoir. Mais je dois savoir les informations dont j'ai besoin avant de finaliser le prompt. Donc, j'ai besoin qu'il identifie tout ça. Les grandes tendances du marché 2024, j'ai envie qu'il me présente les outils, qu'il me présente les types, les profils types de consommateurs. J'ai envie qu'il me dresse une liste de 3 concurrents majeurs. J'ai envie qu'il me donne des pistes d'innovation de produits à explorer. Donc, tout ça, tu dois le dire dans ton prompt. Et ça, vraiment, c'est l'étape 1. Mais
je pense que je vais te faire aussi une étape avancée pour que tu vois où ça peut aller loin. Là, euh, c'est vraiment un exemple, disons, basique. Donc, mais ce que tu vois ici, c'est que là, c'est ce que je veux. Je veux une analyse de marché des soins capillaires bio en France. Et donc, il me faut lui détailler ces éléments-là que je veux avoir dans ma réponse. Donc, je lui propose tout ça. Hop. Donc là, on est ici. Donc là, j'ai réfléchi aux étapes nécessaires qu'il faut pour y répondre. Ensuite, j'ai rédigé un prompt structuré avec les étapes. Tu peux les numéroter, tu peux les encadrer, mais c'est pas nécessaire. Et tu peux aussi lui donner un format de réponse attendu pour chaque sous-tâche. Par exemple, alors ici, j'ai pas besoin d'un format spécifique, mais par exemple, je peux lui dire, pour les profils de consommateurs, je peux lui dire qu'il me fait ça dans un tableau. Ben, tu vois, par exemple, ici, je lui ai dit de me dresser une liste de trois concurrents majeurs et bam, je lui ai donné en un prompt. Donc là, j'ai pas besoin de faire des questions-réponses. Je lui donne tout dans ce prompt et bam, tu vois, il me répond étape par étape. Donc là, il me répond le grand 1. Le grand 1, il me donne les grandes tendances du marché en 2024. Donc là, il me donne ici les grandes tendances du marché, Tech Green Performance, responsabilité, ainsi de suite. Donc là, il me donne les étapes. Ensuite, il attaque directement le 2 avec les profils de consommateurs. Il me donne les profils de consommateurs comme je l'ai demandé. L'écoféminisme urbain, la maman green, le nouveau barbu éthique. 3, tu vois, il me donne la liste comme je l'ai demandé, marque, concurrent. Donc là, il me le donne. Et 4, il me donne des pistes d'innovation. Donc, il n'y a pas besoin de converser avec lui. Je lui demande tout ce que j'ai envie avec les objectifs, les formats que je veux et il me les donne tous en un seul prompt. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qu'avec cette technique de décomposition, tu dois vraiment savoir ce que tu attends en outcome. Sinon, tu vas perdre ton temps. Donc, si tu sais vraiment ce que tu as en outcome, tu peux tout mettre dans un prompt et ChatGPT va te les donner, comme cet exemple ici. Alors, on a un autre exemple que j'ai fait ici, la rédaction SEO des huiles de figue. Alors, par contre, si tu veux faire une rédaction, franchement, utilise la technique précédente, la technique de prompt chaining, parce que avec la rédaction, tu vas toujours avoir un meilleur résultat. Alors, ça dépend si tu veux faire des blocs automatisés si tu veux faire des blocs automatisés ou tu veux. Ça dépend de ta stratégie. Si tu veux faire des contenus vraiment en masse et ne pas perdre beaucoup de temps dans la rédaction, oui, tu vas utiliser ça. Mais si tu veux vraiment que le résultat soit excellent, tu vas utiliser le prompt chaining. Mais donc, par exemple, ici, tu vois, je lui ai dit, OK, vous êtes un expert en rédaction SEO, aidez-moi à rédiger un article sur les bienfaits de l'huile, procédant en cas d'étape pour un titre, définir l'introduction en contextualisant décompose l'article en trois parties, rédige une conclusion. Et même là, pour l'introduction, tu peux lui donner plusieurs consignes. C'est-à-dire, tu peux mettre plusieurs consignes pour l'introduction, plusieurs consignes pour la partie suivante, plusieurs consignes pour la conclusion. Tu lui balances tout ça et il te réécrit. Mais encore, il faut garder en tête que si tu veux écrire des articles de 2000 mots, oui, c'est jouable. Mais si tu peux écrire si tu veux écrire des articles au-delà de 5000 mots, là, c'est pas possible. Tu peux pas le faire en une étape. Donc, cette technique, tu peux l'utiliser, mais c'est pour des contenus qui vont être en dessous des 2000 mots. Au-delà des 2000 mots, tu n'as pas le choix. Tu vas utiliser le prompt chaining et séparer en plusieurs étapes. Donc là, les applications que j'ai mis, je t'ai mis les prompts ici que tu peux copier-coller. Quand tu vas accéder à ce document, tu vas copier-coller et tu vas l'utiliser comme bon te semble. Donc, dans quel cas utiliser la décomposition? Je te l'ai déjà parlé oralement, mais l'idée, c'est ça. C'est lorsque tu as besoin d'une réponse complète d'un seul coup, sans vouloir intervenir en chaque étape. Si aussi la tâche n'est pas trop longue, là je l'ai précisé, hein, si la tâche n'est pas trop longue ni trop complexe, je t'ai donné la limite des 2000 mots. Si ta tâche si le résultat que tu veux avoir, hein, si par exemple le guide, l'article, la vidéo que tu veux scripter, si c'est en dessous des 2000 mots, oui, tu peux l'utiliser. Mais si c'est au-delà des 2000 mots, si tu veux avoir des scripts, je sais pas, autour des 5000 mots, franchement, tu vas être limité. Le résultat va vraiment être délabré si tu utilises cette technique. Donc l'idée, c'est d'utiliser la technique précédente qu'on a vue. Et la troisième raison, c'est vraiment si tu veux gagner du temps, si tu veux éviter les allers-retours dans la conversation, si tu veux que tout soit fait en un prompt, l'idée, c'est d'utiliser cette technique tout simplement. Donc, pour résumer, la différence entre les deux, la décomposition, tu vises l'efficacité, la rapidité en une seule interaction, et le prompt chaining, tu vises la précision maximale. C'est plus lent, c'est plus interactif, mais le résultat va être excellent.
le résultat va vraiment être excellent. Donc, les erreurs à éviter avec ça, c'est vraiment être trop vague dans la formulation de tes prompts. Tu vas tout faire en une étape. Donc, le prompt doit vraiment être excellent. Tu dois vraiment aller dans les détails, apporter des précisions, toutes les précisions nécessaires pour avoir le résultat que tu veux vraiment. Et l'une des erreurs aussi, c'est d'empiler trop d'étapes dans un seul prompt. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller dans les 5 étapes maximum parce que sinon, au-delà, tu vas commencer à avoir des réponses bâclées. Donc, voici pour cette technique de la décomposition. Donc, vraiment, garde en tête que, OK, si tu ne veux pas perdre ton temps, c'est la technique à utiliser. Et si tu es en dessous des 2000 mots, si tu es en dessous des 2000 mots, là, tu vas avoir des résultats vraiment intéressants. Mais lorsque ça commence à devenir trop, trop, trop long, l'idée, c'est d'attaquer avec la technique du prompt chaining. Attaquons maintenant la partie sur les boucles de feedback, ce qui est vraiment c'est vraiment indispensable. J'allais dire que c'est vraiment une évidence, mais oui, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. C'est une obligation de le faire, de maîtriser comment ça se passe. Vous allez voir que c'est très simple. C'est l'une des techniques qui va être les plus simples. Malheureusement, beaucoup de gens n'y pensent pas. Moi, je croyais que tout le monde le faisait, hein. Et à force de passer du temps avec des entrepreneurs, de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, de poser des questions, de voir comment d'autres entrepreneurs utilisent l'IA, bah, je me rends compte que beaucoup n'utilisent pas et c'est surprenant. Donc, pourquoi c'est important? Parce que LLM produit souvent des bonnes premières réponses rarement. Les premières réponses que, par exemple, ChatGPT va te produire va rarement te convenir, va rarement être ce que tu veux, il y a toujours moyen d'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important d'appliquer ça presque à chaque fois ou dans 50% des cas afin de pouvoir t'aider à avoir des résultats vraiment très, très, très bons avec ChatGPT. Je te donne un exemple, par exemple, tu vois, j'avais utilisé ça. J'avais utilisé ChatGPT pour rédiger ce contenu et tu vois, le résultat il est trop court. Moi, je voulais quelque chose de plus long. ChatGPT m'a rédigé ça, qui est vraiment trop court. C'est une introduction, c'est le début d'un contenu, ainsi de suite. Et je lui ai dit trop court. Et quand je lui ai dit trop court, alors je vais voir si je peux te retrouver le contenu. Quand je lui ai dit trop court, ChatGPT il me l'a rallongé. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Euh, je peux peut-être le retrouver ici. Euh, tu vois. Alors, descend, descend, descend. Où est-ce que j'ai marqué trop court là? Bam, 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 bam. Ici, je pense. Voilà, c'est ici. Donc là, je suis en train de créer des scripts pour des choses spécifiques. Et donc là, je lui ai demandé maintenant, il doit me rédiger une partie. Tu vois, il va me rédiger une partie. Donc ChatGPT m'a proposé ça. Et c'est vraiment trop, 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 trop court. Ça, c'est vraiment trop, trop, trop court. Des fois, il commence à déconner, des fois, il fait de la merde. Et des fois, même si tu lui donnes les consignes, tu lui dis de t'écrire des choses, tu lui donnes des mots pour le faire, des fois, il pète un câble et il te fait ça. Donc là, et qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai juste dit trop court. Alors, là, franchement, il n'y a pas vraiment une méthode miracle, il n'y a pas quelque chose de spécifique, il n'y a pas une manière de répondre spécifique qui marche ou qui ne marche pas. L'idée, c'est qu'il faut juste converser avec lui comme si c'était un membre de ton équipe. Tu lui donnes des consignes, tu lui donnes des missions à la personne. Fait les missions, tu vois qu'il y a des choses à améliorer, tu lui dis tout simplement. L'idée, c'est juste de converser avec lui, il n'y a pas à se prendre la tête pour dire qu'est-ce qu'il faut lui dire. Non, non, non. Là, je l'ai dit trop court. Et là, il a dit très bien. Et voilà, il me l'a fait encore un peu plus, il me l'a rallongé. Et là, je peux même faire, alors, est-ce qu'il y a d'autres moments où je lui ai encore fait d'autres choses? Donc, là, mais même là, on s'est, je pense que là, on a échangé pendant longtemps parce que avant qu'il me génère ça, avant qu'il me génère ça, on a rediscuté plusieurs fois, tu vois. Il a fait Turning Point. Alors oui, là, je lui ai dit trop court. Ensuite, voilà, il a rajouté des choses que j'ai pas demandé. Donc, moi, je lui ai dit, dans le plan, il y a plusieurs plans. Tu vois, il y a un grand un, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5. Je lui ai dit que c'est trop court. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté le grand 2 dans cette partie-là pour que ça se fasse plus long. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit de rajouter le grand 2? Je lui ai dit de ne pas rajouter le grand 2. Je lui ai dit, fais seulement step by step. Et il ne rajoute pas le grand 2.
Et donc, il a enlevé le grand 2 et il me l'a refait pour atteindre la longueur que je lui ai demandé de faire. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas souvent faire. Tu lui donnes des consignes, tu lui donnes des choses dans ton prompt, et même si tu lui donnes des directives, des fois il pète un câble, il les respecte pas, et tu dois revenir dessus, tu dois lui faire comprendre que sa réponse ne respecte pas les conditions, et tu dois lui dire de refaire ça de nouveau. Et après, tu dois vérifier et voir si ça te convient, sinon tu reviens encore dessus. Et voilà. Et ça, c'est vraiment une chose que beaucoup de gens ne font pas, mais c'est presque une évidence parce que ça, je le fais presque tout le temps, hein. Je le fais presque tout le temps, ça. C'est rare quand, alors, sauf si c'est des prompts que j'ai l'habitude de faire. Alors, il y a des prompts que j'ai l'habitude de faire ou que j'ai mis en place et dont je garde les prompts et c'est la même chose à chaque fois. Mais c'est ça, oui, mais lorsque je vais sur de nouvelles choses ou ainsi de suite, ça arrive très souvent et c'est quelque chose que tu dois faire. Pourquoi? Parce que ça permet d'améliorer également la qualité de la réponse, en fait. C'est avec ça que tu vas avoir des réponses meilleures. Vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à faire. Dans quel cas l'utiliser? Il faut l'utiliser déjà parce que pour la première réponse n'est pas assez qualitative ou percutante à ton sens. Voilà, donc tu vas l'utiliser pour améliorer. Ça va également t'arriver de l'utiliser plus souvent lorsque tu es dans la rédaction, parce que quand tu fais des recherches ou tu recherches des informations, tu demandes une précision, oui, là on s'en fout. Mais quand tu vas rédiger des contenus, lorsque tu vas rédiger des argumentaires, des pitchs, ainsi de suite, ou lorsque tu vas faire du brainstorming, parce que lorsque tu fais du brainstorming, tu vas vouloir prendre les idées. Des fois, ils développent pas très bien les idées et donc tu vas aller en profondeur. Là également, c'est des moments dans lesquels tu vas être amené à l'utiliser. Alors, l'idée, c'est que d'une manière générale, tu vas le savoir. L'idée, c'est que lorsque la réponse ne te convienne pas, c'est un automatisme que tu dois avoir. C'est un automatisme que tu dois avoir de te dire, OK, bam, tu le relances pour qu'il te ramène vers un résultat précis, quoi.